Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci d'être présents aussi nombreux ce soir pour notre séance des Jours de l'Art. Nous sommes très heureux d'accueillir ce soir deux interventions, dont une qui va être à deux voix, qui à mon avis vont être particulièrement intéressantes pour nos étudiants qui sont venus en très grand nombre et nous les en remercions. Nous espérons que la soirée va être bonne, non seulement pour ceux qui sont ici présents en physique à l'amphithéâtre et qui ont bravé la pluie qui n'a cessé de tomber depuis ce matin, mais aussi pour ceux qui sont en distanciel. Et donc ce soir, nous allons avoir une première leçon de conservation. Nous commencerons notre séance, nous allons commencer tout de suite avec Irène Avola. Irène Avola, qui est docteur en architecture et patrimoine de Paris-Cité et qui a justement travaillé dans sa thèse sur le principe des moulages, de la réalisation des moulages et de leur utilisation dans l'enseignement, qui est exactement ce dont elle va nous parler ce soir et qui rentre parfaitement dans le cadre de notre cycle de cette année sur l'enseignement, la transmission, etc. etc. Donc je vais lui laisser la parole, je vais la laisser lancer sa présentation, je vais lui laisser la parole. Comme d'habitude, pour les Jours de l'Art, nous faisons les deux interventions l'une à la suite de l'autre. Et puis après ça, nous aurons un temps d'échange et de questions de la part du public, mais aussi de ceux qui sont en distanciel. Nous transmettrons les questions pour ceux qui le souhaitent. Voilà, je vous remercie et je vous laisse la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Vous m'entendez? Oui, ça marche. Ça marche, d'accord. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de ces cycles des conférences les Jours de l'Art. Je vous remercie d'être présents aujourd'hui. Nous allons voir les collections des moulages et leur rôle comme support de l'enseignement de l'archéologie et de l'histoire de l'art antique dans des contextes d'accord. Oui, nous allons donc voir aujourd'hui les collections des moulages et leur rôle comme support de l'enseignement de l'archéologie et de l'histoire de l'antique en Italie et en France. Une antiquité moderne, tel est le titre d'une exposition organisée par l'Académie de France à Rome et le musée du Louvre à la Villa Médicis à Rome de novembre 2019 à mars 2020. L'objectif de cette exposition était de présenter les moulages provenant de ces deux institutions et de mettre l'accent sur la réception de l'antique, entendu comme un modèle esthétique dans les domaines artistiques. En effet, les moulages étaient déjà collectionnés dans les ateliers des artistes de la Renaissance italienne. On parle du XIVe et XVe siècle et dans les grands siècles français, mais ce n'est qu'à partir de la fin du XVIIIe siècle pour l'Allemagne et les débuts du XIXe siècle que les moulages ont été collectionnés en Italie et en France.
Et pour nous, cette expression donc, acquiert une seconde signification. C'est-à-dire que les moulages constituent des instruments d'une méthode d'étude moderne, non plus actuelle de l'Antiquité. C'est-à-dire une approche donc, historique appliquée à l'étude de l'Antiquité gréco-romaine qui est considérée exclusivement sous son aspect artistique. Et cette approche donc, sera suivie jusqu'aux années 70 quand il sera donc, remplacé par une approche qui privilégie plutôt la culture matérielle. Donc, l'Allemagne, à la fin du XVIIIe siècle, commence à collectionner les moulages d'antiques comme support de l'enseignement de l'archéologie et de l'histoire de l'art antique, puisqu'elle ne possède pas d'originaux. Et l'archéologie, donc, au début, est associée à d'autres disciplines comme la philologie, et cela est démontré par les cas de la gypsothèque de Göttingen. Effectivement, la gypsothèque, donc la collection des moulages d'antiques, se trouve à l'intérieur d'une bibliothèque. Les premiers donc, véritables musées des moulages sera celui de l'université de Bonn, et il constituera donc un modèle pour toutes les autres gypsothèques ou musées d'enseignement de l'Allemagne. Donc, à l'instar de l'Allemagne, et à partir des années 70 et 80 du 19e siècle, donc, les moulages ont fait l'objet d'un transfert culturel en Italie, donc, et en France. Et on utilise ces concepts donc, des transferts culturels qui donc, a été développé par Michel Espagne et Michael Werner au cours donc, de leur étude menée sur l'histoire intellectuelle du 19e siècle. Donc, il utilise surtout ces concepts sur donc, les échanges entre la France et l'Allemagne concernant donc, la philologie et la littérature. Mais ces deux chercheurs donc, sont convaincus que donc, ces concepts peuvent être donc, appliqués à d'autres domaines donc, scientifiques comme l'archéologie. Donc, nous pouvons dire qu'un point commun entre les collections des moulages italiennes et françaises est la commune référence allemande. Un autre donc, point commun, c'est que donc, les processus de constitution des collections des moulages couvrent les mêmes éventails chronologiques, c'est-à-dire les moulages commencent à être utilisés dans les universités italiennes et françaises au cours donc, de 1870 à 1880. Et en prenant donc en considération donc l'Italie,
il y a donc, une lettre de 1872. Donc c'est d'un professeur d'archéologie de l'université de Palerme. C'est donc une ville de la Sicile, dans l'Italie du Sud, qui donc demande d'obtenir des espaces adéquats pour sa collection des moulages. Et lui donc les identifie donc ces espaces dans les musées de la ville. Et cette collection donc est l'une des plus anciennes, ainsi que la collection des moulages de l'université de Bologne, qui donc est une ville dans le nord d'Italie. Et par le moment, donc, en France, les premières donc, collections, les premières collections de moulages donc, se trouvent à Paris donc, et à Bordeaux. Donc les premiers moulages ont été achetés par Georges Perrault donc, à Paris et donc, à Bordeaux par Maxime Collignon, qui était donc, chargé des cours d'antiquité grecque et latine. Donc c'est surtout dans les années donc, 80 que l'on assiste, entre donc, les années 80 et les années donc, 1910, que l'on assiste donc, à la naissance des musées des moulages, à la fois donc, en Italie et en France. Mais donc ces concepts donc, des transferts culturels, nous pouvons dire qu'ils se réalisent donc, en Italie plutôt d'un point de vue théorique, puisque les collections donc, des moulages italiennes sont des dimensions donc, relativement modestes. Si donc, on exclut la collection de l'université La Sapienza de Rome, qui comptait environ 700 moulages à la fin du mandat de son fondateur, donc, qui était un professeur autrichien, Emmanuel Lewy. Par contre, donc, en France, on parle plutôt donc, des contre-modèles, mais donc, sans aucune connotation négative. C'est-à-dire que donc, les collections des moulages ont des grandes dimensions, et donc l'on peut citer les cas du musée des moulages de Montpellier, qui compte donc environ 800 moulages, et les musées donc, de l'université de Lyon, qui comptent plus de 1000 moulages. Donc, disons que les moulages donc, offrent sûrement donc, des points positifs, puisqu'il est donc, une reproduction donc, bidimensionnelle dans certains cas, dans d'autres donc, tridimensionnelle d'une œuvre d'art antique, mais il présente aussi des limites, puisque donc, il ne reproduit que la forme de l'œuvre d'art antique, sans donc, tenir en compte de la polychromie et des caractéristiques du matériau. Donc, il ne reproduit pas, par exemple, les veines ou la couleur du marbre. Et donc, ici, dans cette lettre donc, qui a été rédigée par Henri Léchard, donc, professeur d'archéologie et premier conservateur du musée de Lyon, on voit qu'il y a donc les moulages peuvent être donc même à l'origine des problèmes d'interprétation,
parce que donc, dans ces cas, il y avait donc un professeur allemand qui croyait voir un animal, mais donc, cela était dû donc, à un goutte d'éplâtre sur l'original. Disons que aujourd'hui, les moulages n'ont plus des fonctions didactiques. Donc, il y a plutôt un basculement dans la médiation culturelle. Et ici, c'est les cas du musée de l'art classique de l'université La Sapienza de Rome. Donc, on voit bien que il y a c'est un lieu pour les expositions temporaires, mais aussi il y a des salles de lecture et ces musées abritent aussi une salle de cours et un amphithéâtre. Il y a un autre cas, c'est un cas français, c'est le musée des moulages de l'université Lumière Lyon 2. Il y a plusieurs conférences et expositions temporaires qui sont organisées dans ces musées. Et il est aussi un lieu pour les activités de médiation culturelle, comme dans ces cas, on voit dans la photo en bas à droite, l'organisation d'un atelier qui est consacré à la technique du moulage. Oui. Merci beaucoup. Effectivement, ça fait réfléchir sur l'utilisation de ces moulages qui ont été très, très demandés à une période et qui aujourd'hui deviennent patrimoniaux aussi, finalement, avec le temps. C'est ce qu'on voit notamment avec la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, où on retrouve à peu près le même type de médiation que ce que vous nous avez présenté là, avec la possibilité de refaire son vitrail, de comprendre exactement comment fonctionne le moulage, alors qu'à l'origine, ça devait être un espace qui devait permettre l'enseignement de l'architecture et l'enseignement des grands mouvements. Je vous remercie. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on passera aux questions par la suite. Et nous accueillons maintenant Pauline Deschamps-Cannes, qui termine sa thèse en ce moment à l'École pratique des hautes études et au C2RMF sur la représentation des étoffes des peintres italiens, donc quelque chose qui n'a pas vraiment à voir avec ce qu'on fait ce soir, mais en revanche, depuis le 1er octobre, je crois, c'est ça, elle est chercheur associée à la BNF justement sur la question des carnets de Louis Pasteur en tant que responsable des premières recherches sur la science des matériaux. Quelque chose qui nous intéresse plus particulièrement, nous, historiens de l'art, pour comprendre comment ils évoluent, comment on peut intervenir dessus. Et elle parlera ce soir avec Christopher Bakke, sorry, qui est lui aussi doctorant à l'OPHE, qui est américain. Il en faut aussi. Qui étudie justement le patrimoine artistique et culturel et qui travaille plus particulièrement, je crois, sur la technique des suiveurs de Caravage, si j'ai bien compris. Donc plus spécifiquement sur la peinture à Rome, je crois, mais pas uniquement. Et donc qui va parler dans cette intervention à deux voix sur Pasteur ou l'enseignement théorique de la science et des matériaux par la pratique. Comme quoi Pasteur n'est pas que à l'origine du vaccin. Voilà, je vous remercie, je vous laisse la parole. Merci. Est-ce que vous m'entendez ? Vous voulez que je rapproche le micro ? Non, c'est bon. Chers professeurs, chers collègues, chers étudiants, nous remercions particulièrement ce soir le comité scientifique des Jours de l'Art de nous permettre de vous présenter une partie de nos recherches et particulièrement comment Louis Pasteur a été le précurseur d'un nouvel enseignement de la science des matériaux par la pratique au sein de l'École des Beaux-Arts de 1863 à 1867. Par arrêté du 18 novembre 1863, Louis Pasteur a été nommé professeur de géologie, physique et chimie appliquée à l'École des Beaux-Arts de Paris. L'ensemble des notes ayant permis la constitution de son enseignement
Les leçons, les registres et les cahiers de laboratoire sont conservés aujourd'hui au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France. Tous ces manuscrits dont nous vous présentons ce soir un fragment s'inscrivent dans un vaste programme de transcription, de reproduction des expérimentations de Pasteur et d'analyse critique que nous menons actuellement avec Christopher. Nous avons analysé plus de 500 pages de notes, d'expériences, de résultats et d'enquêtes menées par Louis Pasteur auprès des peintres, architectes, scientifiques et géologues pendant les 3 années de son enseignement à l'École des Beaux-Arts. Vous allez pouvoir constater avec nous ce soir que Louis Pasteur est l'un des fondateurs de ce qu'on appelle aujourd'hui la conservation préventive, définie par l'ICOM comme l'ensemble des mesures et actions ayant pour objectif d'éviter et de minimiser les détériorations ou pertes à venir. Si chaque année de son enseignement s'ouvre par un exposé des connaissances scientifiques élémentaires que doivent acquérir et maîtriser les élèves, peintres, sculpteurs et architectes de l'École des Beaux-Arts, nous pouvons dégager 3 grands axes de recherche sur lesquels va se concentrer Pasteur. Le premier axe de recherche, dont vous avez peut-être entendu parler, est consacré à la ventilation naturelle des constructions, l'assainissement de la ville de Paris et la résistance des matériaux. Pasteur va particulièrement s'appuyer sur les travaux de Cuvier et Brognard, consacrés à la description géologique des environs de Paris et sur la carte hydraulique de la ville de Paris établie en 1858. Le deuxième axe de recherche expose les principes physico-chimiques essentiels que doit connaître tout artiste, peintre ou sculpteur, et particulièrement les procédés matériels de la peinture à l'huile. Le troisième axe est celui de la connaissance de la chimie des couleurs et de la loi du contraste simultané des couleurs pour lesquelles Pasteur va s'appuyer sur les travaux de Chevreul. Ces 3 axes de recherche visent les 3 catégories d'étudiants qu'il a en face de lui. Donc il vise notamment à permettre aux architectes de comprendre les effets de la ventilation dans les constructions et les moyens de favoriser une plus grande circulation de l'air. Il va permettre aux peintres de comprendre les matériaux qu'ils utilisent et d'identifier les facteurs accélérant le vieillissement des huiles et les altérations des pigments. Et enfin, aux sculpteurs de comprendre les mécanismes de résistance de certains matériaux comme le marbre. L'intégralité de ces manuscrits atteste non seulement de la démarche scientifique de Louis Pasteur, mais également de ses nombreuses recherches historiographiques pour comprendre les liens étroits qui unissent l'art et la science. La partie expérimentale se retrouve dans les registres de laboratoire, dont vous voyez un exemplaire sur la diapositive, et dans lesquels Louis Pasteur insiste sur la nécessité de disposer d'un laboratoire pour mener à bien ses expériences et transmettre aux étudiants des notions élémentaires de chimie. Ainsi, dans ses notes personnelles, Louis Pasteur précise-t-il qu'il s'attachera à faire un cours de chimie et de physique appliqués aux arts, et plus spécialement à la connaissance des couleurs dont les artistes se servent. Au commencement de chacune des leçons qu'il va donner pendant les 3 années de son enseignement, Louis Pasteur va transmettre des notions sur la composition de l'air atmosphérique. Pour quelle raison ? Je cite un extrait d'une de ces leçons. « Les peintures sont toujours, et pendant que l'artiste les exécute, et ultérieurement pendant toute leur durée, quelque grande qu'elle soit, exposées au contact de l'air. Elles en reçoivent une influence considérable. Il serait difficile, pour ne pas dire impossible, d'apprécier cette influence si l'on ignorait la composition de l'air et les propriétés des gaz qui la constituent. » Pour Louis Pasteur, son cours de géologie, physique et chimie est à créer, et il ne saurait se passer d'expériences et d'essais de toute nature. Néanmoins, Louis Pasteur a parfaitement conscience de la difficulté de la tâche qui lui incombe d'enseigner la science à des non-scientifiques. Le manuscrit comporte plusieurs annotations inscrites postérieurement à ses cours magistraux, telles que « bonne leçon » ou encore, je cite, « ces pages sont trop scientifiques pour ces jeunes gens » ou la citation que vous voyez sur la diapositive, « que les expériences soient bien préparées à l'avance, toutes prêtes, qu'aucune d'elles ne languisse et que l'exposition soit simple et nette, sans répétitions inutiles. Ne pas se laisser aller à répéter
si l'on voit quelques visages qui paraissent ne pas comprendre. Il faut parler pour les meilleurs. Il est d'ailleurs intéressant de noter que lorsque Pasteur s'adresse à ses élèves, il n'emploie pas le terme de cours ou enseignement, mais celui d'entretien, induisant par là même cette notion d'échange, de conversation, d'enrichissement mutuel et non de verticalité dans la transmission du savoir. Pasteur va s'attacher à montrer l'importance de la science chimique pour l'élève artiste de l'école des beaux-arts, en ce qu'elle lui permet de distinguer les qualités et les défauts des ingrédients dont il se sert, de comprendre leurs propriétés afin qu'il s'en empare avec discernement. Pasteur souhaite particulièrement éveiller l'attention de son auditoire sur l'importance très grande des procédés matériels de la peinture à l'huile et la compréhension de la matière et des matériaux à disposition du peintre. Je cite un extrait, « L'artiste jaloux de la conservation de ses œuvres ne doit négliger ni la nature des huiles, ni la nature des vernis, ni la manière de les employer. » Je vais à présent exposer avec vous une partie de la leçon du 3 avril 1865 consacrée à l'obscurcissement de la peinture à l'huile avec le temps. Louis Pasteur propose d'étudier la ou les causes du noircissement graduel de la peinture à l'huile. Pour ce faire, il commence par comparer l'état de conservation des peintures à l'huile à celles éclatantes des peintures réalisées à la détrempe, à l'œuf, à la cire, qui ont précédé cette découverte de l'huile. Il cite ainsi l'exemple que vous voyez ici de la Vierge et l'enfant entourés de 2 anges, Sainte Rose et Sainte Catherine de Pérugin, conservés au musée du Louvre en ces termes. Voyez par exemple dans le salon carré un tableau du Pérugin, la Vierge tenant l'enfant Jésus adoré par 2 saints et 2 anges. L'éclat des teintes est vraiment admirable. Petite précision, cette œuvre a fait l'objet de constats d'état et de restauration au sein du C2RMF. Les archives du C2RMF conservent tout l'historique des interventions sur cette œuvre. Le rapport ainsi de la commission de restauration du 25 janvier 1939 précise, je cite, « État remarquable de la peinture, absolument intact et dans un état de pureté exceptionnel ». Pour comprendre les causes du noircissement graduel de la peinture, et c'est là une démarche expérimentale que nous retrouvons dans les laboratoires de musées aujourd'hui, Louis Pasteur va s'interroger sur la réalité de ce noircissement. Est-ce l'huile qui noircit réellement ? Louis Pasteur va affirmer que si l'huile noircit avec le temps, cette affirmation est néanmoins erronée. Tout annonce au contraire que l'huile, même l'huile appliquée sur le tableau et mêlée aux couleurs, blanchit au contraire avec le temps. Pasteur, pour démontrer cette affirmation, va commencer par utiliser de l'huile de lin et de l'huile d'œillette fréquemment utilisées dans la peinture à l'huile. Et il va démontrer que celles-ci blanchissent lorsqu'elles sont exposées à l'air et à la lumière. Il en tire ainsi cette propriété. L'huile est la cause de l'obscurcissement de la peinture à l'huile. Néanmoins, ce n'est pas elle qui noircit. En conséquence, l'huile fait noircir, fait assombrir les couleurs sans se noircir elle-même. Louis Pasteur souhaite que son enseignement et le développement des laboratoires scientifiques aux côtés des peintres et restaurateurs servent directement à la conservation préventive des œuvres. En mettant en évidence la convergence des connaissances historiques, scientifiques et techniques vers les aspects de conservation et de restauration, il espère que ces différentes disciplines serviront directement les œuvres. Il note, je cite, que si cette chaire de physique et chimie appliquée aux beaux-arts avait été instituée il y a quelques 20 ans, des recherches auraient surgi et que peut-être on saurait mieux aujourd'hui faire de la peinture durable, les causes des altérations et les moyens de les éviter. Fin de citation. Et je donne à présent la parole à mon collègue et ami Christopher. Alors, merci Pauline, merci. Vous m'entendez bien? Oui, hein, pauvre vous. Je ne vais pas vous gêner trop longtemps avec mon accent cru. J'aimerais bien vous présenter tout simplement un aspect du manuscrit de Pasteur qui plaît particulièrement à Pauline et à moi. Et cela, c'est que dans ces notes privées, nous voyons en temps réel, en direct même, que Pasteur s'est vraiment inséré
dans la vie artistique du 19e siècle. Durant toute sa carrière, en fait, Pasteur avait cette tendance. Juste avant sa période à l'École des Beaux-Arts, il était professeur à l'Université de Lille. Mais il n'a pas passé son temps à la fac, non. Il a observé les agriculteurs à Esquermes. Et c'est là qu'il a commencé sa recherche sur la fermentation. Et à l'École des Beaux-Arts, Pasteur a fait la même chose. Il s'est rendu sur le terrain, pardonnez-moi. Il a fréquenté des marchands de pigments, des fabricants de couleurs. Il a parlé avec les artistes et les restaurateurs dans leurs ateliers. Parmi les personnalités consultées par Pasteur figurent l'architecte Félix Duban, les peintres Tony Robert Fleury et Alexandre Leloy, le restaurateur principal des tableaux au Louvre Félix Prioté, et aussi le directeur des musées nationaux de France, Frédéric Rézé. Je vous montre ici un exemple de ces notes pendant l'une de ces nombreuses séances avec le peintre Alexandre Leloy. Une figure mineure, mais un ancien élève de l'École des Beaux-Arts qui fondera la Société des aquarellistes dans les années 70 du 19e siècle. Quand Pasteur a commandé à Leloy de peindre le portrait de sa fille Cécile, il était un très jeune artiste. Il n'avait que 20 ans. Pasteur en avait 42. Néanmoins, dans ses cahiers, Pasteur parle d'une façon très détaillée de toutes les étapes de la réalisation de ce portrait et il raconte ses conversations avec le jeune peintre. Pasteur s'intéressait surtout au séchage des couches picturales et aussi à l'altération des couleurs durant la phase d'exécution. Dans ses notes, Pasteur explique qu'il a touché la surface du tableau après 3 jours et que la peinture était encore assez molle. Il s'attachait aux doigts même. Il écrit que le portrait de sa fille a très rapidement perdu son coloris dans certaines zones et que Leloy l'a rendu à sa vraie tonalité en appliquant plusieurs couches d'huile de lin sur les zones décolorées. Mais Pasteur était très peu convaincu par cette technique. En fait, Pasteur s'intéressait énormément au changement d'apparence d'un objet d'art au fil du temps. Mais ce qui est absolument essentiel à comprendre, c'est que chez Pasteur, les savoir-faire mis en place par des artistes et par des restaurateurs pour renverser ces changements ne suffisaient pas. Dans ses essais, Pasteur cherchait à déterminer la cause empirique de la décoloration d'un tableau ou de la craquelure dans sa surface. Et son but était de transmettre cette connaissance à ses élèves afin que les futures œuvres du patrimoine français puissent durer très longtemps. En lisant le manuscrit, donc, nous voyons que nous sommes des témoins de la naissance de la conservation préventive, comme Pauline disait. C'est vraiment important de souligner en particulier ce thème, car en enseignant à l'École des Beaux-Arts, Pasteur n'était pas un professeur de l'histoire de l'art. Et le manuscrit que Pauline et moi transcrivons actuellement n'est pas un recueil des critiques d'art. Par contre, Pasteur était un pionnier de la conservation préventive, un métier qui est pratiqué dans tous les musées mondiaux aujourd'hui. Alors, ok, ici. Alors, nous voudrions vous montrer un autre exemple pris des cercles artistiques fréquentés par Pasteur. Et nous avons choisi cette image que vous voyez parce que
c'est l'une des très, très rares pages du manuscrit qui sont faciles à lire. Normalement, ils sont comme ça. C'est vraiment un travail difficile. Et ce que vous voyez ici, dans cette page, c'est des conseils des marchands et des matériaux fournis par le peintre Tony Robert Fleury. Nous voyons, par exemple, qu'il considère Étienne François Aho comme le meilleur restaurateur des tableaux à Paris et un certain Gauthier Édouard le meilleur fabricant des couleurs. Alors, peut-être ces détails semblent un tout petit peu trop pointus ou assez mineurs, mais en fait, ils sont très révélateurs de l'environnement artistique à l'époque. Traditionnellement, dans la littérature de l'histoire de l'art, c'est en fait Aho qui est considéré comme le meilleur fabricant des couleurs. Delacroix en parle dans son journal et la Bibliothèque nationale de France conserve les cahiers de l'artiste avec tous les échantillons de ces couleurs, ce que vous voyez au centre là. Mais Robert Fleury n'a pas partagé cette préférence, évidemment. En fait, dans le manuscrit, nous entrons dans un monde dans lequel les peintres et les architectes échangent constamment des avis et des conseils, surtout concernant la technique. Cet aspect rend les cahiers de Pasteur un document historique particulièrement précieux, car nous, historiens de l'art, nous avons une certaine convention dans notre discipline. Nous avons une tendance de dire que l'artiste est un visionnaire, l'artiste est un génie, donc il a réalisé ses œuvres tout seul. Mais non, en fait, l'artiste s'appuyait sur un réseau des marchands, des fabricants, d'ingénieurs, d'artisans. Et pourtant, la contribution de ce vaste réseau est cachée et éventuellement oubliée. Cependant, en fréquentant les cercles artistiques, Pasteur s'intéressait surtout à ce côté invisible du processus artistique. Et certains noms et même certaines données scientifiques sont préservées grâce à sa recherche. Non. Par exemple, les pigments du célèbre Aho. Dans ce cas, Pasteur est allé chez Aho en février 1865. Et là, il a acheté 11 couleurs, 7 types de l'huile et 5 cicatifs. Et puis, il les a appliqués à une toile et aussi à une pièce de verre. Et il a observé les changements de leur état physique dans les semaines suivantes. Et à partir de ces données précises, Pauline et moi espérons dans les mois ou peut-être dans les années à venir vous présenter une reconstruction technique de certains peintres qui ont marqué les premiers 60 ans du 19e siècle. Merci de votre attention et merci surtout de votre patience avec mon français. Voilà, merci beaucoup. Merci pour cette plongée finalement dans l'histoire de Pasteur en tant qu'enseignant aux Beaux-Arts, qui est une partie qui, à mon avis, est assez mal connue et qui pourtant est très importante. Hein, cette naissance de la conservation préventive, aussi cette naissance de la connaissance des matériaux, hein, et de bien se rendre compte, pour nos étudiants notamment, et bien que les artistes ne font pas toujours ce qu'ils veulent et qu'ils ont un matériau avec lequel ils doivent composer, et que c'est vrai qu'à ce moment-là, les scientifiques ont une fonction très nette pour leur apprendre et pour leur donner les éléments qui leur manquent pour comprendre ce matériau qu'ils vont utiliser. Alors maintenant, je vais ouvrir la conversation. Donc,
Si vous avez des questions, vous levez la main, bien entendu. Vous attendez que je vous donne le micro, puisque sinon nos auditeurs en distanciel n'entendront pas la question, ils n'entendront que la réponse. Alors ils peuvent essayer de recomposer la question grâce à la réponse, mais c'est toujours un peu plus compliqué. Donc je vous laisse la parole. Est-ce que vous avez des questions? Et normalement, je suis sûre que vous en avez. En tout cas, vous devriez. Non, ça ne se précipite pas au portillon. Ah si, il y en a une. C'est quoi la technique qu'il faut utiliser pour éviter les craquelures et que les couleurs elles soient conservées dans le temps? Quoi, la technique? Oh, il y en a plusieurs. En fait, Pasteur s'intéressait plutôt à l'idée qu'on n'applique pas une couche de couleur sur une couleur qui est encore moule. Parce que, comme Pauline disait, si ce n'est pas encore sec, en fait, l'huile prend le pigment de l'autre couleur et ça devient de plus en plus sombre dans le temps. Et aussi, il s'intéressait à d'autres techniques, par exemple, comme, vous savez, moi, j'étudie la peinture caravagesque et Pasteur a compris bien avant les restaurateurs du 19e siècle que la préparation du support, quand c'est très foncé, comme Caravage a fait dans le 17e siècle, en fait, ça dégrade vraiment la condition du tableau très rapidement. Déjà, après 30 ans, le tableau est presque totalement sombre. Et Pasteur a compris ça, mais les restaurateurs du Louvre ne se sont pas rendus compte à l'époque. Donc, ça, c'est deux choses en particulier. Je ne sais pas si Pauline a quelque chose à ajouter. Oui, en fait, j'ajouterais que tout l'intérêt en fait, du manuscrit de Pasteur, c'est qu'il a comparé les différentes techniques de peinture. Notamment, il a comparé une préparation donc, à la tempera, il a comparé une préparation à l'huile pour déterminer quels étaient les facteurs qui pouvaient accélérer ces dégradations. Et en fait, il s'est rendu compte que l'une des choses qui était peut-être négligée par les élèves et sur lesquelles il voulait attirer leur attention, c'est l'importance du temps et d'un temps long, notamment dans la préparation des supports. Et c'est vrai que c'était peut-être quelque chose qui a été négligé, donc il a insisté précisément dans plusieurs parties du manuscrit sur l'importance de laisser une préparation longue. Et c'est ce qu'on voit avec le portrait de sa fille Cécile. Il a notamment touché la peinture, comme Christopher l'avait dit, pour constater qu'en fait le temps de séchage est long. Et c'est vrai qu'il a vraiment insisté sur une autre temporalité avec un temps de séchage beaucoup plus long pour éviter certaines craquelures. Donc, pour éviter les craquelures, il ne faudrait pas utiliser de cicatif parce que le cicatif, ça accélère le séchage. Alors, c'est vrai qu'il y a une comparaison qui a été faite entre différents cicatifs. En fait, il a acheté différents cicatifs qu'il a comparés. Donc, on a dans ces registres de laboratoire des tableaux entiers dans lesquels il compare les cicatifs. Donc certains cicatifs, notamment le cicatif de Harlem, qu'il compare avec d'autres cicatifs qu'il achète chez Haro, et il se dit qu'est-ce qui se passe quand on mélange un cicatif avec telle huile? Est-ce qu'il y a une dégradation? Est-ce qu'il y a des craquelures? Et c'est vrai que c'est ce qu'on fait actuellement. On fait des reconstitutions en fait de certaines expériences, de certaines expérimentations de Pasteur pour voir si nous arrivons exactement aux mêmes conclusions. Donc nous vous présenterons peut-être une prochaine fois toutes les conclusions en fait, que nous faisons dans la redécouverte de ces expérimentations. Je ne sais pas si tu veux. Et quel cicatif est le plus conseillé? Ça fait gagner du temps. Si vous voulez, on pourra vous envoyer toutes nos recherches. C'est vrai que le cicatif de Harlem est assez conseillé par Pasteur. Néanmoins, il montre certaines dégradations qui sont inhérentes à ces cicatifs. Donc, il suggère plutôt
un temps de séchage, comme je le disais, beaucoup plus long. Mais c'est vrai que c'était quelque chose qui était beaucoup moins utilisé au XIXe siècle, où on utilisait vraiment, les peintres se procuraient des sécatifs qui étaient disponibles chez les marchands de couleurs. Donc on a moins cette notion de temps long dans l'exécution de la peinture. Ok. Il y a d'autres questions ? Alors effectivement, la notion de temps long, elle est importante pour le 19e parce que c'est une période dans laquelle on veut aller plus vite dans la technique. Le temps long, il était mieux compris finalement dans les peintures plus anciennes. On avait cette idée-là qui était peut-être empirique et moins scientifique que celle que Pasteur a voulu mettre en avant. Mais c'est vrai qu'au 19e, on a une utilisation un peu exagérés des sécatifs qui font qu'on a des vieillissements au niveau de la peinture qui sont parfois assez difficiles à récupérer pour les restaurateurs et des altérations qui ne sont plus récupérables du tout même. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'Assemblée ? Oui. Bien, une question tout à fait banale. Je ne suis pas du tout un historien de l'art ni un spécialiste. Je suis mathématicien et j'ai étudié dans la même école que Pasteur. Donc j'ai vécu avec Pasteur 4 années de ma vie. Et je voudrais savoir comment explique-t-on ce caractère confidentiel de l'œuvre de Pasteur, justement, cet aspect confidentiel d'une œuvre que je découvre et que je trouve extraordinaire. Alors je pense qu'il y a plusieurs explications en fait à cette peut-être négligence ou ce caractère oublié un petit peu du manuscrit, et notamment le fait que les 2 premières leçons de Pasteur, donc celles qu'il a données en décembre 1863, sont des leçons qui sont exclusivement consacrées à la ventilation des constructions, et la ventilation, l'assainissement de l'air. Et je pense que certains historiens qui ont étudié ou qui ont regardé ce manuscrit ont pris peur en voyant ces expériences. Parce que Pasteur va vraiment expérimenter avec ses étudiants quelles sont les caractéristiques de la viciation de l'air, prendre des mesures sur l'acide carbonique, comparer aussi et amener, donc il y a tout un passage qui est dans le manuscrit tout à fait intéressant, donc il va amener 2 oiseaux dans son amphithéâtre, donc un premier oiseau qu'il va mettre sous une cage, sous un bloc de verre qu'il va laisser pendant quelques heures, et ensuite il va demander à ses étudiants, à votre avis, quel est l'oiseau qui va être le plus gêné. Donc il montre que l'oiseau privé d'oxygène est mal en point, donc sous sa cloche. Alors à côté, il montre un oiseau plein de vie dans sa cage puisqu'il respire l'oxygène. Et il va dire, à votre avis, quel est l'oiseau qui va le mieux résister si je mets le deuxième oiseau sous une cloche en verre? Est-ce que c'est le premier oiseau qui semble très mal en point, ou est-ce que c'est le deuxième oiseau qui semble plein de vie? Et en fait, il va mettre le deuxième oiseau, donc qui pour l'instant qui semblait plein de vie, sous une cloche en verre, et sous la même cloche en verre donc que l'oiseau qui était mal en point. Et il va constater que l'oiseau qui semblait plein de vie meurt en quelques minutes. C'est tout ça pour démontrer en fait que lorsque on a une habitude à un air vicié, le corps s'accoutume à cet air, et que si l'on rentre, et l'on voit par exemple si l'on rentre dans un amphithéâtre dans lequel il y avait un cours juste avant, nous avons une odeur que qualifie Pasteur dans son manuscrit, et là c'est assez amusant puisqu'il raye cette mention, puisqu'il la qualifie d'abord dans sa leçon d'infect, et ensuite il raye cette petite mention infect pour dire un petit peu nauséabond, ce qui n'est pas forcément mieux, mais et donc il dit que donc, toutes les 2 premières leçons sont exclusivement consacrées à ces mesures d'oxygène, d'acide, ces mesures d'oxygène, de CO2, et je pense que c'est des leçons qui sont assez
difficile à étudier au départ. Donc je pense que peut-être cet aspect-là a freiné, et c'est vrai que ces 2 leçons n'ont jamais été transcrites. Nous avons en fait la leçon inaugurale de Pasteur qui, en 1865, a été transcrite, mais pas ces 2 leçons, puisque je pense qu'elles ont quelque peu effrayé certains historiens. J'ajouterais que aussi, si vous lisez les biographies de pasteurs actuels par Michel Morange ou Patrice Després, par exemple, ils sont déçus que Pasteur avait un goût assez conventionnel. Parce qu'ils veulent voir qu'il était à l'avant-garde de la vie artistique comme il était à l'avant-garde des sciences. Mais en fait, non, il n'était pas. Il avait un goût traditionnel. Mais comme nous avons souligné, il était absolument un pionnier de la conservation préventive. Et comme ces auteurs cherchaient des critiques d'art très intéressants, ils ont complètement manqué cette fondation de la conservation préventive, je dirais. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, est-ce que l'on sait si Pasteur tient compte dans ses études des différences de comportement des différents constituants d'une œuvre d'art, qu'elle soit sur toile ou sur bois, et leur différence de résistance à l'hygrométrie, à la température et au fait que ça crée des tensions permanentes qui sont aussi à l'origine des craquelures? En fait, c'est l'un des aspects qui est assez intéressant, c'est qu'il va comparer les supports. Et c'est vrai que nous, c'est quelque chose qui nous intéresse particulièrement, notamment donc, en comparant, et il va s'appuyer notamment sur la résistance des matériaux. Donc c'est toute une partie qui est très intéressante dans son manuscrit et qu'on ne retrouve pas dans les leçons, mais dans certains registres de laboratoire, c'est celle de la résistance des matériaux. Comment est-ce que, jusqu'où on peut aller dans cette résistance? Donc il va particulièrement s'attacher sur le marbre, quels sont les degrés à un moment donné de cassure pour vraiment mener ces expérimentations. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a peut-être été un petit peu négligé aussi dans les recherches actuellement, c'est prendre en considération aussi le support. Et c'est ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui, notamment dans la restauration des œuvres, c'est quelle est l'importance du support pour expliquer certaines dégradations. Et c'est vrai qu'en fait, on a ces tableaux de Pasteur qui sont vraiment passionnants puisqu'ils comparent différents supports et aussi donc les propriétés du verre. Enfin, on a une richesse dans ces comparaisons qu'on essaiera de transmettre aussi dans nos publications prochaines. Et pareil pour la couche picturale, qui est en réalité composée d'une multitude de couches, il a investigué là-dessus également. Alors, il a comparé différents liants et différents pigments. C'est vrai qu'il n'a pas fait cette recherche, en fait, vraiment pour les pigments. Il n'est pas allé, en fait, jusqu'à broyer lui-même ses couleurs. Ce qu'on peut faire aujourd'hui dans certaines reconstitutions de recettes, il a acheté, en fait, des tubes de couleurs. Donc, il n'est pas allé aussi loin que nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui dans des reconstitutions, puisqu'il n'a pas broyé de pigments pour comparer avec un broyage différent, s'il y avait une différence de comportement et de dégradation selon le liant. Donc, c'est vrai qu'on a juste, en fonction des différents liants, huile de lin, huile de hêtre, notamment, mais c'est sur des tubes de couleurs qu'il a acheté, donc chez Haro notamment. Okay. Dernière question. Ah, pardon. Vous avez... non, je pense que c'est important de souligner. Il n'a passé que 3 années à l'école des Beaux-Arts. Donc, le manuscrit est plein des moments où il dit il faut que je fasse ça, il faut s'interroger cette question, mais malheureusement, il n'a pas eu l'opportunité de développer vraiment ses idées. Mais on voit qu'il a posé les questions justes. Et c'est dommage qu'il n'ait pas continué. Oui. Et on sait pourquoi il n'a pas continué, parce qu'il ne me semble pas qu'il soit mort tout de suite. Quand même. Parce qu'il a reçu son célèbre laboratoire sur la rue d'Ulm. Et ça, c'était son rêve d'avoir son propre laboratoire. Donc, il
il a quitté l'école. Oui, il a dédié sa vie à son labo. Merci. Merci. Moi, j'aurais deux questions. Une question sur Pasteur et après ça, une question sur les moulages. Justement, la chaire qui a été créée pour Pasteur, est-ce qu'il y a une suite? Parce que c'est bien beau de créer une chaire qui a duré pendant 3 ans. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris la suite une fois qu'il est parti pour avoir son propre laboratoire? Et j'aurais une question pour Irène Avola sur les moulages, puisque aujourd'hui se pose la question, la problématique de que faire et de comment valoriser ces moulages qui n'avaient pas une vocation muséographique au départ, qui avaient vraiment une vocation d'enseignement, et qui aujourd'hui, comme vous l'avez montré par exemple pour la Sapienza, sont utilisés dans une valeur muséographique. Donc je pense qu'il y a encore des collections, je pense notamment à l'Institut d'art pour Paris 1, dans lequel on voit un certain nombre d'œuvres qui sont un peu laissées en déshérence et qui subissent le temps aussi bien que les étudiants. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour ces œuvres-là? Et est-ce que justement les collections entre guillemets qui ont déjà commencé à se muséographier, est-ce qu'il y a une politique de continuer à faire des moulages pour enrichir finalement cette collection un peu universaliste? Alors sur la suite, donc il y a eu effectivement un successeur à Pasteur, mais malheureusement nous sommes encore en train de chercher on espère trouver en fait une trace de ces leçons pour voir est-ce qu'il s'est inspiré des leçons de Pasteur ou est-ce qu'il a complètement innové. Donc là nous sommes en pleine recherche des manuscrits et nous espérons en fait en contactant peut-être les ayants droit trouver une trace de ces manuscrits et pouvoir les comparer avec celui de Pasteur. Donc c'est en cours de recherche. Mais cette chaire a été rapidement enlevée de l'école. Donc ça a duré que, je dirais, 5 années, 6 années, quelque chose comme ça. Et c'est dommage à la fin. Concernant les collections des moulages, disons que en ce moment il y a des collections qui sont pleinement valorisées. Donc c'est le cas du musée de l'art classique de la Sapienza ou les musées des moulages de l'université Lumière à Lyon 2. Mais effectivement donc il y a la collection des moulages, c'est des œuvres, je crois, d'art roman à l'Institut d'art d'archéologie, parce que ces collections-là appartenaient à la collection de la Sorbonne. C'était la collection qui avait été créée par Georges Perrault et Maxime Collignon, mais elle a été divisée. Une partie est restée à l'Institut d'art et d'archéologie, qui est l'héritier de l'Université de Paris, et une autre partie, mais c'est les moulages d'œuvres d'art grecques ont été conservés dans les années 1970 au musée du Louvre. Les musées du Louvre à Versailles aujourd'hui abritent 3 collections. La collection des Paris 1, la collection de l'école des Beaux-Arts des Paris et la collection des moulages du musée du Louvre. Mais dans ces cas-là, c'est des moulages qui remontent aux années au 15e, 16e siècle. Et justement, dans les collections type celui de la Sapienza ou même Lyon Lumière, qui a quand même une politique de valorisation de cette collection de moulages, est-ce qu'il y a toujours une politique de réalisation de nouveaux moulages? Ou est-ce que... Je crois que oui, parce que mais c'est vraiment très, très peu de moulages. Il y a un moulage qui a été acquis par la Sapienza dans les années 2000. Il y a aussi des moulages, je crois, qui sont acquis par les musées des moulages de l'Université de Montpellier aussi. Oui, donc il y a toujours... Oui. Et c'est des acquisitions, c'est-à-dire que quand ça arrive sur le marché. Parce que par exemple, je pensais à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine qui a encore une politique
pour étendre ses collections, pour compléter certaines parties qui n'avaient été, dont on n'avait qu'une seule partie qui avait été moulée au 19e et qui a encore aujourd'hui une politique de réalisation de moulage pour venir compléter les collections. Je pense que pour les contextes universitaires, c'est vraiment un phénomène limité. Donc, c'est très peu d'acquisition par rapport au musée. Oui, c'est juste une acquisition quand ça passe... Oui, plus donc, une politique d'études. Donc, il y a, à partir des années 1980, il y a vraiment beaucoup de publications jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a plusieurs projets aujourd'hui. Donc, il y a les projets copie didactique ou les projets patrimoine universitaire en réseau de l'école française d'Athènes. Donc c'est plutôt un objet d'étude, mais aussi des médiations culturelles. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Alors j'avais une question. Est-ce qu'il y a un marché pour les moulages? Et si oui, est-ce que c'est aussi intéressant que les œuvres d'art d'où elles sont tirées? Je crois que oui, il y a un marché, mais effectivement, je connais pas les ateliers des mouleurs qui travaillent aujourd'hui, mais effectivement, je voudrais plutôt étudier les ateliers des mouleurs, mais qui étaient actifs dans le 19e siècle. Effectivement, je ne peux pas vous répondre parce que il y a toujours des mouleurs, mais je ne connais pas leur nom, mais il y a effectivement je pense un marché. Il y a encore l'atelier du musée du Louvre qui est toujours actif. Oui, la calcographie, l'atelier des moulages. Après, il y a un petit marché de l'art sur les moulages. On voit passer de temps en temps des moulages en vente, comme ça, mais ça reste quand même assez restreint. Et il ne faut pas croire, justement, ces moulages qui ont des origines assez variées, en vente, se débrouillent pas si mal que ça. Alors, valent moins cher, effectivement, que l'original, probablement. De toute façon, l'original est généralement dans un musée ou encore sur le monument. Mais quand on a un moulage du 19e qui passe, c'est pas forcément aussi peu cher que ce qu'on peut imaginer. Ça a quand même un petit marché, d'autant plus qu'il n'y en a pas tant que ça qui passe sur le marché de l'art. D'autres questions? Alors sur le chat, j'ai vu qu'il y avait une question sur la technique, notamment sur la technique de l'huile, savoir si depuis quand on utilisait l'huile de lin dans la technique de la peinture, et puis quelles autres huiles on utilisait, puisqu'effectivement l'huile de lin est une de celles qui est les plus recommandées dans la technique de la peinture, mais ce n'est pas la seule qui a été utilisée. Alors sur la technique, ce qui est notamment sur les huiles qui sont utilisées, donc on a l'huile de lin, l'huile de hêtre, l'huile de noix principalement. Et ce qui est assez amusant dans le manuscrit de Pasteur, c'est qu'il a expérimenté d'autres huiles, notamment l'huile d'olive. Donc il a essayé qu'est-ce qui se passe avec de l'huile d'olive qu'on mélange à des couleurs. Donc il a expérimenté en fait énormément d'huiles parce qu'il trouvait qu'on ne peut pas uniquement essayer les huiles qui sont utilisées classiquement par les peintres, mais qu'il faut essayer d'autres huiles. Donc l'huile d'olive, on voit dans ses conclusions qu'il n'a pas trouvé ça extrêmement utile ou qu'il n'a pas eu les résultats qu'il espérait avec de l'huile d'olive, mais il a néanmoins essayé l'huile d'olive. C'est meilleur dans la salade de tomates. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie beaucoup. Je remercie nos 3 intervenants pour cette conférence. Je vous remercie à tous d'être venus en nombre. La feuille d'émargement se trouve à la sortie, celle que vous attendez tous. Et donc, nous nous retrouvons pour le 13 novembre. Cette fois-ci, ce sera la séance qui aura lieu à Rouen et ce sera sur le thème de enseigner, créer et expérimenter.
Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Merci et à bientôt.